Aujourd'hui est un très grand jour puisque à Guingamp, nous accueillons Kylian Mbappé. Et parce que c'est la dernière journée avant les phases qualificatives là, de la Ligue des Champions et donc tu as Brest qui joue contre le Real Madrid. Sauf que Brest, eux, ils ont pas de stade. Donc ils sont obligés de faire venir Madrid au stade de Roudourou. Et ça, c'est quand même un peu stylé. Du coup, à mon avis, voilà, on en a parlé longtemps sur la chaîne du Canard avec Kylian Mbappé. On lui fait des références. J'ai même un maillot de l'en avant Guingamp floqué Mbappé derrière. Donc franchement, il sait qu'on est là. La porte est ouverte. S'il veut venir, à un moment donné, s'il veut faire, je sais pas, s'il veut présenter une info ou un truc comme ça, il peut quoi. Après, ouais. Après, on va quand même peut-être essayer de tourner l'actu réfractaire et à un moment donné, s'il arrive pendant, voilà, il y a un petit jeu qui se met en place et c'est lui qui présente l'info, mais on va peut-être pas l'attendre. Non, parce qu'il y a des bons sujets hein, aujourd'hui. Il y a des affaires de corruption, t'as un licenciement scandaleux dans une télé française et en plus de ça, t'as une multinationale qui va pas très bien. Dans ce grand jour, donc bienvenue dans l'actu réfractaire. On commence avec une potentielle affaire pour Macron, l'affaire du Stade de France. Le plus gros stade de notre pays, le Stade de France, situé à Saint-Denis, est un gros poisson. Une énorme vitrine publicitaire et une rente annuelle garantie qui suscite les appétits. Et depuis 30 ans, ce stade, il est géré par l'association de deux très gros groupes, Vinci et Bouygues. Sauf que la concession se termine et les deux boîtes candidatent à leur propre succession. Pourtant, l'Elysée, ils ont décidé de confier ce stade à GL Events. Voilà, je sais pas si tu les connais, c'est une entreprise spécialisée dans l'événementiel. La décision, elle date du 6 décembre et déjà, il y a quelques petits soucis. Parce que pour ceux qui suivent le Canard réfractaire et ceux qui suivent les affaires un peu bizarres, GL Events, ça doit vous dire quelque chose. C'est l'entreprise qui a géré la campagne de Macron et de Fillon en 2017. Et ils ont fait des ristournes. Très forte, mais seulement à Macron. Voilà, pas aux autres, que à Macron des ristournes. Ouais, du coup, évidemment, ça a donné un petit peu l'oreille attentive au président quand ils ont voulu faire les négociations pour le Stade de France. Et ces groupes-là, à part, tu sais, être potes avec Macron ou tout ça, mais en fait, ils ont quand même un peu de mal à se montrer sérieux, tu vois, dans le dossier. Alors que les gars, ils sont déjà retenus, mais ils sont quand même assez décrédibilisés. Par exemple, Mediapart pointe récemment que dans son offre, GL Events considère qu'ils ont des liens avec la société Paris Entertainment Company dans la gestion du Stade de France. Cette société, c'est celle qui gère Bercy, le Bataclan ou encore l'Arena Porte de la Chapelle. Du coup, c'est des poids lourds, tu vois, pour crédibiliser leur offre. Et pourtant, le directeur de cette société déclare, je cite, « Nous avons réalisé cette mission de conseil et le contrat est terminé. Nous n'avons jamais participé à la consultation et nous ne sommes pas positionnés. » Donc en gros, GL Events, là, ils ont un peu dit de la merde pour essayer de se crédibiliser. Et ça déclenche le match Vinci-Bouygues contre GL Events. Vinci et Bouygues parlent de renvoi d'ascenseur en disant que confier la gestion du Stade de France à GL Events, c'est un cadeau fait par Macron pour les bons et loyaux services. Et donc ils font appel pour récupérer le stade. Et nous, face à ça, on est comme au stade, on est juste des spectateurs. On aura des nouvelles dans quelques mois quand les tractations secrètes entre ces grands cartels capitalistes auront lieu et tout le monde sera satisfait de ce qui a été conclu. Voilà, en mode ah, c'est incroyable, le Stade de France, tout ça. Et voilà, on ne saura rien de plus. Tout le monde sera content, sauf nous. Voilà, dans nos démocraties, on y voit aussi clair qu'à travers une pelle, tu vois. Parce qu'il y a quand même un petit trou de la forme du logo de Mediapart dans la pelle, donc tu peux essayer de voir quelques petits trucs comme ça, mais c'est pas grand-chose, quoi. C'est quand même assez symbolique, c'est le Stade de France, et il y a tout qui est fait dans notre dos. La seule chose qui est sûre, c'est qu'on va encore se faire assaisonner sur les prix des tickets. Après le scandale du Stade de France, on passe à celui de France Info. Et pour ça, il faut une petite définition. Un otage, c'est une personne que l'on détient pour obtenir ce que l'on exige. Et donc samedi soir, France Info, ils ont appliqué un bandeau avec cette définition en disant que 200 otages palestiniens ont retrouvé la liberté. Un titre assez factuel, ce sont des civils qui ont été pris en otage par l'armée israélienne, cette même armée qui organise d'ailleurs des camps de torture. Donc oui, otage, c'est pas mal. Sauf que ça a mis toute rouge Caroline Yadan, qui est la députée française qui représente les intérêts de l'État israélien en France. Elle a dit c'est une injure à l'humanité. Voilà. Et ce qui la gêne, c'est le mot otage. Pour les soutiens de l'État d'Israël, ce mot est réservé à leurs otages qui étaient détenus par le Hamas. L'émission spéciale diffusée un peu plus tôt sur la même chaîne offre d'ailleurs une tribune à un colonel israélien qui tient absolument à réduire toutes les personnes libérées à des terroristes. Donc on a une polémique parce que tu as France Info pour parler d'otages qui ont utilisé le mot otage. Voilà, on en est là quoi. Donc France Info s'est excusé platement et ils ont viré la personne qui était responsable du bandeau. Voilà.
Et c'est pas les seuls, hein, parce qu'à un moment donné, tu as eu 90 otages palestiniens qui ont été libérés, et tu as RMC qui a titré 90 cadres du Hamas. Voilà. Sans dire le fait que parmi ces 90 cadres du Hamas, tu avais 69 femmes et 21 enfants. Voilà. Donc des civils qui ont été enfermés sans procès ni défense sur décision de l'armée israélienne. Donc des otages. Juste pour avoir dit la vérité sur quelque chose d'évident, juste pour avoir contré un petit peu la propagande israélienne, eh ben, tu peux te faire virer des médias français. Voilà. La liberté d'expression dans les grands médias, on en est là. Et toi, t'étais au courant de cette affaire-là? Dis-nous ça en commentaire. Et on termine avec Stellantis, qui est un peu dans la merde. Pour rappel, le groupe Stellantis est un consortium automobile européen avec le groupe PSA, donc Peugeot et compagnie, et Fiat. En un an, leur vente a baissé de 12% parce qu'en fait, ils avaient énormément misé sur l'Amérique du Nord et que là, ça devient galère. La justice états-unienne les plombe à cause de possibles traficotages dans leur déclaration de stock de voitures. Puis à partir du 1er février, Trump va imposer 25% de taxes avec le Canada et le Mexique. Sauf que Stellantis, ils avaient largement investi ces deux pays et avaient profité du différentiel de coûts de production pour faire fortune. Oui, en gros, tu produis là où c'est pas cher et tu vends là où il y a du pognon, c'est ça le principe. Stellantis risque de perdre 20% de son résultat en Amérique du Nord juste à cause de cette taxe-là. Trump, lui, il veut favoriser les entreprises qui produisent aux États-Unis, ce qui risque de paralyser d'ailleurs un peu la production et qui pose la question de la rentabilité des voitures produites dans le pays. D'où le fait qu'il remette en question l'objectif de vendre 50% de voitures électriques d'ici 2030 pour éviter l'envolée des prix et permettre aux constructeurs thermiques de maintenir leur production. Et ça arrange pas forcément totalement les affaires de Musk d'ailleurs, hein, qui est évidemment le premier grand producteur de voitures électriques aux États-Unis, qui voyait ça d'un bon œil du fait d'être obligé d'acheter des Tesla pour passer à la suite, et du coup voit des concurrents thermiques se maintenir. Et comme si ça ne suffisait pas, et ben ils ont fait de la merde Stellantis, hein, les fans de voitures connaissent bien ces cas-là, avec notamment des réservoirs et des moteurs totalement bidons, et du coup ils sont obligés de rembourser énormément de clients. Donc ça coûte du pognon et ça détruit l'image de marque. Mais vu que cette boîte est dirigée par des actionnaires véreux, ils ont quand même décidé en 2024, malgré les galères, de se verser 7 milliards de dividendes et 3 milliards de rachats d'actions. Voilà. Donc 10 milliards rien que pour les actionnaires. C'est beau, hein? Ah, les joies des actionnaires privés, hein, même quand ça marche pas, eux ils gagnent et font fortune et prélèvent des milliards qui auraient été nécessaires dans des réinvestissements pour acheter des actions sur le CAC ou de la crypto ou alors des ETF pour ceux qui ont suivi Actu Réfractaire. On termine ici notre actu réfractaire du jour. Et d'ailleurs, petite question, la vidéo d'hier a beaucoup moins bien marché que d'habitude. Du coup, on voulait aller un peu à la pêche aux infos. Pourquoi est-ce que vous pensez, moins cliqué sur cette miniature, ce titre ou ce sujet? Dites-nous ça en commentaire, comme ça on va pouvoir s'ajuster pour les prochaines fois. Et si t'as loupé le truc, on a fait une vidéo qui résume en 10-12 minutes l'affaire au Congo. Voilà. On a donc écrit cette actu réfractaire avec Emeric et Nina. Au montage, c'était Monteur Décolonial, Nina Laminia et Betsy au titre. Pensez à vous abonner pour soutenir cette chaîne totalement indépendante d'actualité critique. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Enfin, à demain, 18h. C'est une quotidienne. C'est demain tout. Enfin, c'est bref. Allez, bisous.